Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. La première option avant de recruter un recruteur, c'est soit miser sur l'équipe interne, soit en effet des solutions externes. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agathe, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien, merci. Eh ben écoute, ça me fait très très plaisir que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. J'ai une petite déception, c'est qu'on avait prévu initialement de se voir en vrai et c'est pas possible parce que j'ai mal organisé mon temps et que du coup on est à distance. Donc oui, on n'aura pas eu l'occasion de se voir, de se rencontrer en vrai et oui, on n'aura pas le son hyper chaleureux de deux micros aujourd'hui, mais c'est pas très grave parce que beaucoup plus encore que le son et le contexte, c'est ce dont on va parler aujourd'hui qui est le plus important. Et si vous avez lancé cet épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler. Vous avez peut-être même une petite idée de ce que c'est que Skello. Mais déjà, d'une part, vous ne connaissez peut-être pas Agathe. Et d'autre part, moi, je ne me risque jamais à pitcher une start-up parce que les pitchs, ils évoluent toutes les 2 semaines. Donc, est-ce que tu es d'accord, Agathe, pour entamer les présentations en te présentant, ainsi que Skello de la manière dont on le présente à fin d'année 2022 ? Bien sûr, avec plaisir. Et donc, je m'appelle Agathe et moi, aujourd'hui, je suis responsable du recrutement chez Skello. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les sujets liés à la formation et au développement des salariés. Avant de travailler chez Skello, j'ai travaillé chez LinkedIn dans leur siège européen qui est basé à Dublin. J'ai débuté là-bas en fait avec un graduate programme et après, j'ai évolué dans des fonctions commerciales. Et pour te répondre, concernant Skello, en effet, le pitch évolue régulièrement parce que la startup évolue aussi souvent. Donc Skello, c'est une startup française qui est basée à Paris, qui aujourd'hui est présente dans 5 pays et qui a été fondée en 2016 par Kitri, Emmanuel et Samy. Nous, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on commercialise une solution en SaaS qui est une solution de pilotage RH des équipes terrain. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait gagner beaucoup de temps aux managers des points de vente dans leur gestion des ressources humaines. Donc par exemple, Skello, ça permet de créer les plannings rapidement en respectant toutes les contraintes légales. Ça permet aussi de préparer la fiche de paye, de mesurer la performance d'un point de vente ou de gérer tous les documents RH. Aujourd'hui, nous, on a plus de 12 000 clients qui sont dans des secteurs très différents. Ça peut être l'hôtellerie, la restauration, la santé ou le retail. Et ça, c'est possible grâce à une belle équipe. Aujourd'hui, on est 290 salariés chez Skello, présents dans différents bureaux, donc principalement à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Barcelone et à Hambourg. Voilà. Et effectivement, pour si vous avez suivi un peu l'actualité, Skello a levé pas mal de fonds, dont donc une série B de 40 millions à l'été 2021, et donc une belle croissance. Et que ça serait un tout petit peu lié au sujet dont on va se parler aujourd'hui, que je ne serais pas surpris. Je pense que c'est les sujets qui plaisent le plus et à juste titre. Nous allons parler de recrutement. Oui, le recrutement, c'est extrêmement important pour la plupart de celles et ceux qui nous écoutent. Mais pour aborder un angle que nous n'avons pas abordé encore, nous allons parler des équipes de recrutement, des TAM, de comment est-ce qu'on structure son équipe de recrutement, quand est-ce qu'on commence, c'est quand le bon moment pour recruter, c'est quoi les options. Bref, en lieu et place des process et de la manière dont on recrute, quand on est dans une boîte qui fait presque 300 personnes, à un moment donné, on peut pas juste dire on a des recruteurs et des recruteuses et puis YOLO, quoi. Il va falloir faire quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est parti ? C'est parti. Eh ben, moi, je vais commencer peut-être par le commencement. On va dire qu'avant d'avoir une équipe de recruteurs et de recruteuses, déjà, on en a un ou une. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui sont d'entreprises de taille différente. Il y a des personnes qui sont de boîtes de 500, 1000 personnes, des boîtes qui sont au tout début. Peut-être on peut commencer par ce premier moment qui va être quelque part le point de départ de l'orga.
quand est-ce qu'on recrute son premier recruteur ou sa première recruteuse? C'est quoi les signaux? Ouais, mais c'est une très bonne question et je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord s'en poser, beaucoup d'autres. Ah, vas-y, Hem, commence plus loin. Déjà, je pense que même avant ça, c'est de se poser la question: «Est-ce que vraiment on souhaite recruter une personne qui est dédiée au recrutement?» Et en effet, jusque où on veut aller avant de recruter cette personne. Donc généralement, ça va être les founders ou l'équipe dirigeante qui va prendre, cette tâche à leur charge et le moment auquel on décide d'avoir une ressource dédiée va dépendre de pas mal de choses. Ça peut dépendre du niveau d'expertise ou d'intérêt tout simplement, de l'équipe dirigeante pour ces sujets-là. Si on a des personnes qui sont expertes ou qui connaissent très bien les sujets, qui ont déjà monté des boîtes avant, ils ont peut-être envie plus longtemps de prendre cette mission-là ou au contraire d'avoir une personne spécialisée. Mais globalement, ça va dépendre aussi de est-ce qu'on avait déjà une autre ressource RH qui était dédiée. Donc parfois, on a en premier lieu, avant d'avoir un recruteur, certaines entreprises commencent avec un profil RH généraliste. Donc ça dépend déjà de cette structure-là. Mais en effet, à un moment, on va se poser la question d'avoir une ressource spécialisée. Donc est-ce que c'est un recruteur, est-ce que c'est un sourceur? On pourra en parler après. Mais la question se pose. Et pour ça, en fait, ça va dépendre pour moi vraiment des ambitions de développement de l'entreprise. Donc, tout simplement du plan de recrutement. Donc, à partir de quel moment, ça se fait pas forcément en termes de nombre d'années de création d'entreprise, mais plus à partir de quand j'ai un besoin en recrutement, un volume qui est suffisamment important pour justifier une ressource. Chez Skello, moi, je suis arrivée quand on était environ 20 salariés. Donc ça, c'est un premier repère, mais ce qui comptait surtout, c'est combien on voulait être. Donc, quelles sont les ambitions? Est-ce qu'on a un pic de recrutement qui est passager ou est-ce qu'on va vraiment avoir une croissance qui fait qu'on aura besoin de plus de profils de salariés ou est-ce que la croissance va passer via d'autres moyens que l'investissement dans les ressources humaines? Donc Quand moi, tu es ce que je... arrivé, excuse-moi, quand tu es arrivé, vous étiez 20 et tu étais le premier profil RH ou il y avait déjà des profils RH? Non, nous on a fait le choix en effet que la première personne de l'équipe People, ça a été du coup moi, et donc c'était un profil recrutement. Jusque-là, la partie RH était gérée par notre cofondatrice Emmanuelle, qui gérait elle-même ces sujets, qui travaillait avec une freelance pour une petite partie admin. Ok, ouais, je te laisse reprendre, mais je me posais la question quand tu as dit que tu es arrivé à 20 personnes. Ouais. Et donc en effet, on était 20, mais surtout ce qui comptait, c'est qu'on savait qu'on voulait recruter au moins justement environ une vingtaine de profils. Donc moi, c'est à partir de ce moment-là où je recommande, c'est environ 20 profils à l'année. Par contre, ces 20 recrutements-là, ce chiffre en fait va dépendre de plein de choses. Donc ça va dépendre de la complexité des profils qu'on cherche à recruter. Si on cherche des profils juniors, c'est pas la même chose que si on cherche des devs seniors par exemple. Donc ce chiffre dépend de la complexité des profils à recruter. Ça dépend aussi de l'expertise déjà qu'on peut avoir en interne. Est-ce que les managers sont à l'aise ou pas? Ça peut dépendre du secteur sur lequel on est. Ça peut dépendre, est-ce qu'on a déjà des outils qui permettent d'automatiser? Mais généralement, en tout cas, ce que j'ai connu et ce que j'ai vu dans d'autres entreprises, c'est à peu près une vingtaine de recrutements par an. Là, ça vaut le coup d'avoir une ressource dédiée. Donc en peu de mots, on va réfléchir en termes d'intensité des besoins en recrutement, c'est-à-dire à la fois du volume et de la difficulté. Tu parlais de dev senior versus junior. On va parler également de à quel point il y a une carence ou non en compétences dans l'équipe Exactement. avant que les profils RH arrivent, que ce soit par les managers, Ouais. par des founders ou d'autres profils. Question, alors on va pas s'apesantir trop longtemps sur cette partie-là, mais vraiment pour le tout début, donc quand on commence à se dire bon ça vaut la peine d'avoir des personnes qui sont qui sont expertes et qui ont de la bande passante pour le faire. Quid des solutions intermédiaires? Je pense au RPO, je pense à des freelances, je pense à justement se dire j'ai pas le volume pour avoir quelqu'un à temps plein, ça n'aurait pas de sens, mais pour autant j'ai pas Ouais. l'expertise et j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide. On y croit pas? Ça marche bien? Je pense que ça peut marcher. En effet, donc soit on décide par exemple de beaucoup investir sur les managers. Nous, c'est ce qu'on a fait même quand on avait l'équipe recrutement. Il y a des moments où on a beaucoup misé sur les managers qui peuvent être des super leviers de recrutement s'ils sont bien formés. Donc dans ce cas-là, il faut quand même avoir une personne au départ qui les accompagne dans la formation. Par exemple, en misant sur le réseau, la cooptation, ça peut être un super levier au début pour avoir pas mal de recrutement. Si on est par exemple en B2C et qu'on sait qu'on est une bonne marque employeur, on aura peut-être moins de difficultés parce qu'on aura plus d'entrants. Donc la première option avant de recruter un recruteur, c'est soit miser sur l'équipe interne, soit en effet des solutions externes. Et notamment, en effet, ça peut être des RPO.
même si ça demande quand même un temps pour qu'ils s'imprègnent vraiment de la culture d'entreprise. Et je pense que si on sait qu'on va recruter plus tard, ça vaut le coup de faire cet investissement et mieux vaut le faire un petit peu trop tôt que trop tard. Après, ce qui peut marcher aussi, et c'est vrai que ça a été le cas chez Skello, où nous, on avait par exemple un stagiaire qui peut justement avoir une partie de son temps dédié au recrutement, qui va pas être en charge de mettre en place les process et la structure, mais par contre qui va pouvoir aider par exemple l'équipe dirigeante sur la coordination ou une partie de sourcing, donc sur certains points spécifiques. Alors ça, et après on passera à la partie organisationnelle, donc quand on a plusieurs personnes dans l'équipe recrutement. Quand on est justement dans cette phase de début, où peut-être que, d'ailleurs c'est pas toujours le cas, mais souvent on fait attention quand même au risque qu'on prend en termes d'investissement. Juste pour qu'on ait une fourchette, un profil talent acquisition dans la moyenne du marché, on parle de combien? Un RPO, on peut compter sur quel budget? Tu parlais d'un profil stagiaire, sourceur qui vient, ou sourceuse qui vient aider des personnes sur la partie amont. On est sur quel type de REM sur des budgets, Ouais. sur des profils de ce genre-là? En fait, la rémunération va complètement dépendre du profil que vous chercherez à recruter. Donc, ce premier recruteur, si on part, il y a plein d'options différentes. On peut se dire, soit on recrute tout de suite quelqu'un qui est assez expérimenté, qui justement va structurer, mettre en place des process et qui a le potentiel plus tard pour devenir le manager de l'équipe. Dans ce cas-là, c'est un profil qui aura quand même un certain coût, entre guillemets. Donc, ça peut être entre 50 000 et 60 000 si on prend quelqu'un d'assez qualifié. Si on se dit qu'on préfère commencer par le profil junior, qu'on va accompagner et qui, lui, plus tard, sera managé parce qu'on décide de le rechercher, le manager, dans un second temps, dans ce cas-là, ça peut être plus dans les 35-40 000 si on prend des personnes plutôt en début de carrière. Ça, c'est une fourchette qui est assez large et qui va dépendre évidemment du budget de l'entreprise et donc du profil recherché. Pour les RPO, donc moi, j'ai travaillé avec quelques RPO. Je dirais que le tarif que je vois assez régulièrement, ça va être dans la fourchette des 500 par jour à 600. Selon, là encore, l'expertise de la personne et le type de profil sur lequel elle travaille. Pour les stagiaires, pour le coup, ça va dépendre, là encore, est-ce qu'on prend ça de césure ou de fin d'études, et on va être environ dans les 1 000 euros. Ouais, bon, vous avez une petite idée du budget. Et dernière petite question sur la partie très début. Toi, tu as un avis sur est-ce que c'est plus judicieux que le premier profil soit très recrutement ou que le premier profil soit RH généraliste? Parce que forcément, ça a un impact sur la suite, même si aujourd'hui on parle de recrutement. Complètement. C'est vrai que honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait une seule vérité. Les deux peuvent tout à fait marcher. Je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises qui ont beaucoup de succès, qui ont connu des modèles différents. Donc ça dépend de comment on le fait. Pour moi, si on avait en tout cas un profil RH et qu'on veut lui donner plus de responsabilité en recrutement, ce qui va être important, c'est que cette personne, elle en ait envie, que ça l'intéresse, qu'elle soit motivée pour cette mission. Nous, en tout cas, chez Skello, donc le type de boîte plutôt en hypercroissance, on était convaincus que ça valait le coup de commencer par un profil recruteur. C'était ça notre premier enjeu, c'était de faire grandir l'équipe. Et au fur et à mesure, il s'agissait en effet de la développer, de la retenir. Et là, on a investi ensuite dans un second temps dans les profils plus RH généralistes. Ok. Fast forward, on a passé les premiers mois, notre recruteur, notre recruteuse est in-house, ça se passe super bien. Et là, l'inévitable arrive, ça déborde. Ça déborde un petit peu, on se dit que là, ça commence à être un petit peu tendu pour la personne et que donc va falloir faire grandir l'équipe. Et là, je ne sais pas si ça arrive si vite, hein, là je romance un peu, mais il y a une question qui va se poser, en tout cas dans ma petite tête de naïf immédiatement, c'est est-ce qu'on fait copy-paste et on se dit on double linéairement, triple, quadruple et ça va bien finir par marcher? J'imagine que non. Ou est-ce qu'on taylorise, où on commence à dire il y a quelqu'un qui s'occupe de l'amont, quelqu'un qui s'occupe de l'aval, Qu'est-ce qui existe déjà? Avant même de savoir ce que vous avez choisi, qu'est-ce qui existe? Oui, complètement. Pour moi, ce qui dépendra déjà, c'est de qui était ce premier profil qu'on a recruté. Donc, est-ce qu'on a choisi un profil junior ou est-ce qu'on a choisi le profil déjà expérimenté à qui on a vendu le fait de passer manager ensuite. Donc ça va dépendre en fait de qui est déjà là. Le but, c'est d'avoir une équipe qui soit complémentaire. Donc ça se fait en fonction de la seniorité de la personne qui est là. Ça peut se faire aussi en fonction de son background. Donc si c'est une personne qui a travaillé peut-être plutôt dans un univers cabinet de recrutement, on voudra peut-être apporter une autre expertise et avoir quelqu'un qui vient plus de l'univers start-up ou entreprise traditionnelle.
Donc il y a aussi cette complémentarité-là en termes d'expérience. Et la question se pose aussi, est-ce qu'on a des métiers qui sont plus difficiles à recruter pour cette personne qui était déjà là? Donc typiquement, est-ce que la personne a une expertise plutôt de recrutement commerciaux et on veut compléter avec une expertise plus technique? Donc la première chose, c'est de regarder quelles sont les forces, entre guillemets, et les faiblesses de la première personne qui était recrutée. Donc là, c'est le même mouvement qu'au début, c'est on complète un peu le skill set. On a complété le skill set des founders par le ou la première TA, Talent Acquisition, et là, on continue, quoi. Complètement, tout à fait. Et donc du coup, quand on arrive à ce moment où ça déborde, et je pense que dans l'univers startup, ça déborde souvent parce que c'est hyper dur, puisque la croissance peut être très fluctuante, c'est dur de se projeter souvent. Donc le vrai enjeu, c'est d'essayer d'avoir une roadmap qui soit annuelle. Nous, c'est quelque chose vers lequel vraiment on tend de plus en plus, où avant notre roadmap était faite au trimestre. Maintenant, on essaie vraiment de se projeter sur des roadmaps annuelles pour avoir cette anticipation et se dire, OK, en fait, à partir de tel mois, on voit que les besoins en recrutement vont être supérieurs à la capacité de notre recruteur ou recruteuse qui est en poste. Du coup, on sait qu'à ce moment-là, il faudrait une deuxième personne. Pour moi, ce qui est difficile, c'est que globalement, il nous faut quasiment 3 trimestres d'avance. En fait, il faut se dire qu'on va peut-être mettre 2 à 3 mois pour trouver cette nouvelle recrue, que cette personne aura potentiellement un préavis de 3 mois à terminer avec son entreprise précédente, et potentiellement, et a priori, il y a un onboarding qui peut nécessiter aussi 2 ou 3 mois avant que la personne soit vraiment à ses capacités complètes. Donc il faut vraiment pas faire l'erreur et attendre qu'on soit débordé pour lancer le recrutement, sinon les mois suivants vont être un peu douloureux. Donc ça, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est essayer de faire des roadmaps à l'année, d'anticiper le plus possible et de pouvoir calculer en fonction de ces fameux 3 trimestres d'avance. Et tu as une règle de 3 là-dessus? Je t'interromps 20 fois, mais parce que j'ai plein de petites questions. Ça, je suis hyper fan de l'idée de se dire, on a un plan de recrutement, un hiring plan, et donc on est capable de se dire, je sais pas, on recrute 10, 15, 20, 100 personnes dans l'année. Est-ce que tu as une espèce de comment on dit rule of thumb, la règle de pouce, ça veut rien dire, quoi. Mais bon, en tout cas, tu m'as compris. Je sais pas comment on dit ça en français, mais est-ce que tu as un peu une règle de base qui te permet d'anticiper des besoins de recrutement en recruteur par rapport à la croissance telle qu'elle est dessinée sur le plan de recrutement? Oui, il y a plusieurs choses. La première, c'est évidemment de bien connaître la capacité de son premier recruteur. Et pour ça, c'est hyper important d'avoir très tôt dans la vie de l'entreprise un ATS et des outils de gestion de la donnée pour avoir des chiffres qui soient fiables et qui nous permettent de dire c'est quand on passe tel chiffre qu'il va falloir une deuxième personne. Et ensuite, nous, en effet, chez Skello, il y a beaucoup d'entreprises qui vont essayer de le faire vraiment de manière très large en se disant, OK, on veut doubler chaque année, on veut faire tel pourcentage de croissance. Pour nous, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, ce plan de recrutement, pour le faire de manière un peu mécanique sur le long terme, on se base des ambitions de génération de revenus, puisque nous, du coup, on est une boîte sous forme d'abonnement, donc les commerciaux ont un objectif vraiment très chiffré. Et du coup, on sait que si on veut faire tel revenu, il nous faut tel volume de salariés sur l'équipe commerciale. On sait qu'il y a un ratio pour 4 sales, il faut par exemple un CSM, donc on peut aussi déduire la capacité vraiment les besoins de l'équipe qui gère les clients existants. Et en fait, ce genre de calcul-là, on essaie de le faire pour toutes les équipes. Donc pour l'équipe Ops, par exemple, ou justement les profils RH, on va calculer en fonction du nombre de salariés dans l'équipe. Et donc on va essayer d'appliquer ça pour le plus de métiers possible. Et ça va nous permettre du coup de lier les prévisions de revenus qui pour le coup sont décidées très longtemps en avance à une roadmap. Et tu saurais me dire, ou à moins que ce soit confidentiel, c'est confidentiel, tu trouverais une petite pirouette. Chez Skello, c'est quoi la règle? Parce que j'adore, effectivement, la logique, c'est faites un business plan qui se transformera en plan de recrutement assez mécaniquement, parce que vous devez avoir les moyens de l'ambition que vous portez. Et donc, ça donne une idée du volume de personnes que vous allez recruter, et donc potentiellement à quel point l'équipe doit être robuste ou pas. Et j'imagine que toi, tu as une équation quelque part, ou une petite règle de calcul. Ouais, moi en fait, j'ai l'équation plus pour tel poste, pardon, c'est pas comme ça que je vais le formuler, c'est plus pour ce nombre de postes, il me faut ce nombre de recruteurs. Donc moi, ça, je peux faire le calcul parce que maintenant, ça fait 6 ans que Skello existe, ça fait 4 ans qu'on est équipe recrutement, donc je vois un petit peu les ratios. Et pour le calcul précédent qui est du revenu, combien ça représente de salariés, ça, c'est l'équipe plutôt stratégie opération liée avec l'équipe finance qui vont faire ce calcul-là.
Ok, c'est très clair. Donc là, on commence à accueillir notre deuxième profil. Ouais. Euh, j'ai Mais bien quel compris la... Ouais, mais quel Dis-moi. profil? Parce qu'en effet, on a dit qu'il fallait regarder l'existence, ça c'est maintenant très clair. Par contre, il y a plein d'options qui peuvent se poser. Donc il y a l'option de la seniorité, mais une question qui se pose aussi, ça va être est-ce qu'on veut un recruteur? Est-ce qu'on réfléchit à des nouveaux métiers? Donc par exemple un profil d'un sourceur, un coordinateur, ou est-ce qu'on veut penser en effet à des ressources plutôt temporaires comme les RPO dont on parlait tout à l'heure? Donc pour moi, si on a un volume qui est faible ou qu'on pense être ponctuel, mieux vaut pas prendre de risques. On veut pas surstaffer l'équipe. Donc on peut commencer par justement un stagiaire ou des ressources en externe. Ça peut aussi être d'investir plus dans les cabinets de recrutement. Ça peut être d'investir plus dans certains outils pour augmenter la capacité de recrutement du premier recruteur. Donc il y a cette première option qui est on n'est pas encore sûr de nous, donc prenons peu de risques. Ou Si le pour X volume... raison, il y a une forme de saisonnalité qui fait qu'on a un pic de recrutement à telle ou telle date, mais on sait que ça va pas durer 3 quarters, quoi. C'est ça. On est en test ou bien on a par exemple des gros recrutements de stagiaires, comme certaines entreprises peuvent fonctionner. Donc voilà, ça c'est l'option. On n'est pas sûr de nous, c'est un peu temporaire et du coup on préfère tester. Si on sait qu'on va avoir quand même des volumes en continu mais que ça reste des faibles volumes, ce qu'on peut se poser la question en effet, c'est soit de recruter un sourceur, ce qui va permettre d'augmenter la capacité du recruteur, et peut-être que ce sourceur pourra évoluer s'il en a envie et si l'entreprise en a besoin plus tard en recruteur. L'autre option, c'est de recruter sinon un coordinateur qui lui pourra là encore décharger le recruteur de certaines tâches ou bien travailler avec les managers pour eux les décharger et permettre comme ça à l'entreprise de continuer de miser sur le fait que certains managers fassent des recrutements aussi de leur côté. Donc ça, c'est plutôt les recommandations si le volume reste assez faible. Si on voit que le volume va être important, là, en effet, on peut recruter un deuxième recruteur. Moi, de par mon expérience et ma conviction, c'est qu'au début de la vie d'une entreprise, je trouve ça assez malin d'avoir des profils recruteurs assez généralistes qui vraiment peuvent gérer un processus de recrutement de A à Z et qui vont être assez généralistes aussi dans leur expertise. Donc, ils peuvent travailler sur différents types de métiers, aussi bien de la tech, des sales, du marketing, etc. Donc, cette deuxième option, je recommande de rester sur les profils généralistes. Par contre, évidemment, plus l'entreprise évolue, plus l'équipe recrutement va évoluer. Et dans un second temps, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, les profils se sont spécialisés. Donc, moi, j'aurais tendance, en tout cas, à recommander dans les premiers recrutements d'avoir une deuxième personne assez généraliste. Et de faire attention, mon dernier point aussi, c'est on a deux recruteurs, donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que l'un manage l'autre? Nous, là encore, chez Skello, on fait attention à ne pas avoir une organisation qui soit trop pyramidale avec des managers qui managent trop peu de personnes. On veut garder un ratio qui soit sain entre les managers et les managés. Donc, du coup, je recommande au début, en tout cas, de ne pas mettre un manager pour un manager, de les garder plutôt entre guillemets à équivalence, et ça permet de voir justement si l'un des deux développe un peu une capacité de mentorat ou de coaching et de pouvoir se tester avant de l'officialiser plus tard. Donc ça veut dire que chez Skello, le moment où tu as été rejointe par d'autres recruteurs, au début, vous étiez en flat sous Emmanuel. Oui, ou en tout cas, j'avais pas forcément tout de suite le titre, ni vraiment toutes les missions du manager. Au début, en fait, ce qui est assez spécifique pour moi, c'est quand je suis arrivée, il y avait un stagiaire et qui avait un tiers de son temps lié au recrutement. Et assez rapidement, Emmanuel m'a demandé de le conseiller, de le coacher. Mais donc, ça s'est fait de manière assez informelle au début, ce qui a été génial pour moi, qui n'avait pas une grande expérience encore dans le recrutement et encore moins dans le management, d'y aller progressivement. Donc, d'abord de développer des compétences de mentorat, de coaching, de formation, avant d'être dans des sujets qui sont beaucoup plus compliqués de mesure de la performance, plan d'action, gestion de période d'essai. Donc, je recommande en tout cas pour des personnes pour qui ce serait le début encore de leur carrière, d'y aller progressivement. Mais en effet, du coup, au départ, ce stagiaire et moi, on était tous les deux managés par Emmanuel, et c'est quand on l'a remplacé où s'est posé la question, où je suis devenue maître de stage, et ensuite, plus tard, quand l'équipe a grandi, et qu'il y avait vraiment deux recruteurs en CDI et un stagiaire, où on a officialisé par un changement de titre et des missions très larges.
Ok, donc les leçons de ce chapitre-là, c'est on continue d'étendre un petit peu les profils et le skill set, si possible en termes de talent, je pourrais dire, ou en tout cas de compétences. Si le volume est pas trop important, on essaye de pas mettre la charrue avant les bœufs et on réfléchit à des solutions intermédiaires, RPO, se faire soutenir par un profil sourcing, stage ou non. Et si le volume continue d'être important, on peut effectivement doubler le profil talent acquisition, si possible, en complétant un peu le skill set, comme on le disait au tout début. Fast forward. Et là, c'est la partie, moi, que je trouve hyper intéressante. Alors, c'est pas à dire que les parties d'avant ne le sont pas du tout, mais comment on organise, ou plutôt, quelles sont les différentes, comment dire, catégories d'organisation d'équipes de recrutement qui existent, parce que on a vu passer beaucoup de monde dans ce podcast. Il y a le modèle squad où globalement tout le monde a un profil qui est très couteau suisse. Il y a des profils qui sont hyper taylorisés, qui sont un peu déclinés du modèle predictable revenue sur les sales, donc avec SDR, closing, etc., mais en version talent acquisition. Tu as des modèles où c'est encore plus précis parce qu'on coupe, enfin on spécialise par métier. Donc, qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui existe comme type d'organisation ? On verra après les avantages et les désavantages de chaque orga, mais quand on commence à avoir beaucoup de monde, qu'est-ce qui existe ? Oui, en effet, tu as donné plusieurs exemples et il y a plein d'organisations possibles et il n'y a pas forcément un mode d'emploi. Ça va dépendre peut-être de ce qui se fait déjà dans d'autres équipes. Est-ce qu'il y a une sorte de logique d'entreprise à suivre ? Ça va dépendre de la culture d'entreprise, ça va dépendre de la vision RH, ça va dépendre de la taille. Donc vraiment, ça va dépendre en fait des spécificités de l'entreprise. Nous, en tout cas, au départ, ce qu'on a fait, comme je disais, c'était de pas trop vite créer le rôle managérial, mais à partir du moment où on a eu 3-4 personnes, là, on a créé une structure assez classique, d'avoir justement une personne qui était team leader et qui allait coacher, manager les recruteurs. Et je trouve, en tout cas, de mon expérience, c'est ce qui a bien fonctionné, que c'est important au début de la vie d'entreprise de rester généraliste pour rester flexible. De ne pas spécialiser trop tôt pour pas limiter les gens et pas qu'il y ait après de rigidité. Une start-up, en tout cas, ça va évoluer, il y aura des changements tout le temps et c'est important que les recruteurs qui rejoignent l'entreprise soient le plus capables de vivre dans ce monde en constante évolution. Et pour ça, plus ils sont généralistes, plus ils vont pouvoir le faire. Donc, nous, au début, en effet, donc c'était des filles, donc les recruteuses que j'ai managées, elles travaillaient sur l'ensemble des métiers, sur différents types de seniorité. Elles faisaient l'ensemble du processus de recrutement, elles faisaient la coordination, elles travaillaient sur des projets pour qu'elles soient le plus 360 possible. Par contre, il y a un moment, en effet, où on s'est dit que ça valait le coup de faire deux choses. Un, c'est de les spécialiser, en effet, par type de métier qu'elles allaient recruter. Et deux, c'était de spécialiser par intervention dans le cycle de recrutement. Donc, c'est là où on a créé les différents rôles et on a décidé de ne pas avoir uniquement des profils de recruteurs. Donc, si je zoome sur le premier point que j'ai donné, on a décidé en effet à un moment que les recruteurs ne seraient plus généralistes et qu'ils allaient se spécialiser. Et ça a été le fruit de plusieurs réflexions, plusieurs hésitations, parce qu'il fallait anticiper est-ce que ça peut avoir des frustrations, est-ce qu'il y a des risques, ou au contraire, est-ce qu'on a tout à gagner. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a testé ce modèle-là depuis 1 an et qu'1 an après, c'est une réussite. C'est une réussite pour plusieurs aspects. Globalement parce que ça permet de développer une expertise et donc d'être extrêmement bon dans quelque chose qu'on va du coup très bien connaître. On ne peut pas être expert de 15 métiers en même temps. Ça prend beaucoup trop de temps de développer ces 10 expertises. Par contre, on peut devenir expert de 3-4 métiers. Donc, on a décidé vraiment de faire ça pour gagner en expertise. Et plus on est expert, plus on est focus, et plus on a une capacité à recruter qui est plus grande. Et ça, on l'a vu vraiment par les chiffres, que la capacité de recrutement de ces recruteurs a vraiment augmenté. La deuxième chose aussi, c'est que je trouve que ça permet de développer, on va pouvoir en reparler après, mais des career paths. Donc, parfois, la question se pose pour un recruteur de « Ok, s'il passe pas manager, quel type d'évolution il y a ?» Et une des évolutions, je trouve, justement, c'est de se dire qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu peux, si ça t'intéresse, développer différentes expertises. Donc, tu commences par être très focus sur les métiers commerciaux et peut-être qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas vouloir te développer avec un nouveau skill set sur les recrutements des profils techniques. Et qu'encore après, ce sera les profils corporate. Donc, ça permet, je trouve, d'apporter aussi de la diversité, d'aider les personnes à avoir différentes étapes dans leur parcours de carrière.
Et la troisième chose, je pense que ça a vraiment apporté cette spécialisation, c'est un vrai sentiment de collaboration avec le hiring manager, où quand on travaille avec 10, 15, 20 hiring managers, c'est difficile de bien les connaître. Là, en étant focus sur certains postes, on invite beaucoup plus les recruteurs à passer du temps avec leurs équipes, à assister à leurs meetings, à passer du temps à leur étage pour vraiment bien les connaître, en faire des vrais partenaires. Et c'est comme ça qu'il y a une vraie collaboration qui se développe et qu'on a encore plus de succès. Ok, et donc en fait, si je devais résumer très rapidement, tu l'as bien compris, c'est mon job, hein, moi, dans ce podcast, de résumer ce que tu viens de dire, comme ça nous permet d'avancer dans le chapitre. Il y a vraiment une logique qui est très cohérente avec la logique de croissance en start-up et scale-up de toute façon, qui est, au début, il y a souvent beaucoup à gagner à avoir des profils qui sont débrouillards, généralistes, qui n'ont pas peur de se mouiller dans des mondes assez différents. Ouais. Et qui aiment ça. Et le mouvement en général des entreprises qui grandissent devient une forme de spécialisation pour notamment gagner en expertise, le fameux modèle T-shaped d'expertise, d'expertise en santé. Comment tu pourrais juste nous donner peut-être, dans ce que tu as vu chez Skello et ailleurs, tu as parlé de pas mal de rôles. Qu'est-ce que c'est que ces rôles? Ça fait quoi un sourceur? Ça fait quoi un recruteur, un coordinateur, si les personnes qui nous écoutent n'ont jamais entendu ça? Complètement. Donc en effet, je vous parlais dans les différentes structures de la première option qui est de spécialiser les recruteurs par métier. La deuxième option, je disais, c'est de spécialiser par intervention dans le processus de recrutement. Donc depuis le début, on parlait du profil généraliste, donc plutôt le recruteur. Le recruteur, c'est la personne qui va gérer l'ensemble du processus de recrutement, de la chasse jusqu'à la signature de l'offre, parfois même jusqu'à l'onboarding. Ce qu'on peut décider de faire, là encore souvent pour des raisons d'efficacité, c'est de faire intervenir différents métiers. Donc, un métier qui est de plus en plus connu et reconnu dans l'écosystème, en tout cas startup, c'est le métier de sourceur. Donc, le sourceur, c'est une personne qui va vraiment s'intéresser au début du processus de recrutement. Donc, sa mission, ça va être de générer un intérêt. Donc cette personne, elle va essayer de comprendre le besoin du manager, de comprendre le marché, donc de faire pas mal de recherches sur où sont les talents qu'on va vouloir recruter, de prendre contact avec eux, donc en étant un expert de l'écriture pour avoir des messages qui soient accrocheurs, et de générer cet intérêt. Et une fois que la personne a fait part de son intérêt, ils vont transmettre le profil au recruteur. Ça va permettre au recruteur de se spécialiser sur l'appel téléphonique et la coordination du processus de recrutement. Et ça va permettre d'avoir un expert vraiment sur ce métier du sourcing. Donc ça, c'est le rôle du sourceur. C'est un rôle, du coup, nous, qu'on a créé chez Skello assez tôt. D'abord via des stages ou des alternants, puis c'est cette année où on a eu notre premier profil en CDI. On a choisi de le faire comme ça pour nous tester. Déjà, est-ce que ça marchait? Est-ce que ça apportait vraiment plus d'efficacité? Est-ce que c'est des personnes qui arrivent à s'épanouir dans l'entreprise? Chez nous, aujourd'hui, le sourcing, c'est plus un métier, en tout cas dans les deux profils qui sont maintenant sourceurs en CDI chez nous, c'est souvent un métier chez nous d'entrée dans le monde du recrutement. Donc ça peut être une super occasion pour recruter des profils juniors qui, au lieu d'être propulsés sur un métier hyper complet qui est le métier de recruteur, vont pouvoir y aller étape par étape. Ils vont commencer par sourcing et une fois qu'ils maîtrisent bien cet aspect-là, ils vont pouvoir prendre plus de responsabilités sur le rôle de recruteur. Dans d'autres boîtes, on va avoir des sourceurs qui ne seront pas des profils juniors, qui vont être des profils beaucoup plus expérimentés, qui vont être des experts de ce métier-là, qui vont connaître de l'automatisation, qui vont être beaucoup plus techniques. Aujourd'hui, nous, chez Skello, on a moins, et ça c'est aussi de par mon expérience, mais on a moins cette expertise-là. Donc je pense qu'on sera plus difficile pour nous de créer un métier de sourceur dans lequel les gens peuvent se projeter sur différentes années. Par contre, d'autres entreprises le font très bien. Donc ça, c'est une spécificité dont moi, j'ai vraiment conscience, sur laquelle je suis transparente. Donc c'est vrai que les deux personnes que j'ai aujourd'hui qui sont sourceurs, je sais que leur ambition, ça va être d'évoluer sur des rôles de recruteurs. Par contre, j'espère, et peut-être que ça va évoluer, mais qu'on peut aussi avoir des sourceurs qui se projettent dans ce métier, qui vont faire grandir notre expertise de sourcing. Donc ça, c'est le métier du sourceur. Et le troisième métier qui existe aussi chez Skello, du coup, c'est le coordinateur. Donc nous, on a recruté une personne. On a commencé par le tester via une personne qui était freelance, qui travaillait de 16h à 19h tous les jours chez nous pour voir si ça marchait. Et une fois qu'on a validé que ça avait un intérêt et pour les recruteurs et pour les hiring managers, et que la personne était assez occupée, et du coup, on a officialisé ça en lançant un recrutement en CDI.
Le but du coordinateur, comme son nom l'indique, c'est être tout simplement de coordonner l'expérience candidat. Donc, nous, il y a un peu deux pans sur le job et c'est une création de poste. Donc, peut-être que ce que je vais dire ne fonctionnera pas dans d'autres entreprises ou que d'autres entreprises le font différemment. Mais nous, les deux pendants, il y en a un, c'est vraiment cette partie coordination. Donc, organiser les entretiens, les annuler, les reprogrammer si besoin, accueillir les personnes sur site, faciliter la gestion on appelle ça les go et les no-go, mais le fait de faire un feedback positif ou négatif à un candidat. Donc ça, c'est toute une mission qui va être faite soit quand le recruteur est un petit peu débordé, donc ça permet de faire une soupape de décompression, soit pour des managers qui n'ont pas pu être accompagnés par un recruteur parce que justement on était sous-staffé. Et au lieu que le hiring manager doive gérer tout le processus de recrutement, en fait, c'est le coordinateur qui va faire certaines tâches et le hiring manager pourra se concentrer sur la partie où il a le plus de valeur, c'est-à-dire l'entretien et le suivi du candidat. La deuxième mission chez nous du coordinateur, ça va être plus lié à l'expérience candidat. Donc là, c'est plus de la gestion de projet. Donc nous, c'est Mélanie qui s'en charge chez nous. Elle va travailler sur les projets qui ont pour but d'améliorer l'expérience candidat. Donc les deux choses sur lesquelles on mesure, entre guillemets, la performance, ça va être un calcul qu'on appelle chez nous simplement le NPS candidat. C'est pas exactement un NPS, mais c'est en tout cas un sondage qu'on envoie à tous les candidats en leur demandant dans quelle mesure ils sont satisfaits de leur expérience candidat. Et il y a différentes questions qu'ils détaillent. Donc ça va être un premier indicateur. C'est notre objectif, c'est d'avoir une note qui est entre 8 et 8,5. Évidemment, on vise toujours plus haut, mais on y va par étapes. Et le deuxième indicateur qu'on va regarder, ça va être le time to hire. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir des processus de recrutement qui soient efficaces et suffisamment rapides? Ça, c'était le rôle du coordinateur. Et ensuite, il y a différents rôles qui peuvent exister. On peut avoir un team leader quand on a différentes équipes. On peut avoir aussi des personnes sur la partie Ops. Donc moi, je travaille beaucoup avec une personne chez CEO qui s'appelle Laina, qui, elle, fait partie de l'équipe stratégie opération. Et elle, son rôle, ça va être de nous aider sur la mise en place de data, la mesure et la consultation de cette data, qui va nous aider sur la mise en place de certains outils qui sont un peu trop techniques. Donc elle a un rôle de conseil. Donc elle ne fait pas partie de l'équipe recrutement, mais on travaille beaucoup avec elle. Et je pense que vous l'avez compris. Alors, je vais résumer très rapidement, mais c'est un serpent de mer dans ce podcast et en startup en général. Les sujets d'orga, et donc in extenso de Career Pass, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément d'options et pas une règle. C'est parce que ça va dépendre de votre culture, ça va dépendre de votre intention, ça va dépendre de la manière, de l'endroit où vous êtes par rapport à votre croissance. En tout cas, ce que je pense que tu nous partages là aujourd'hui, Agathe, et en tout cas que moi j'ai beaucoup vu dans ce podcast, c'est que tout est possible. Il y a plein d'exemples de plein de types d'organisations différentes qui existent et qui fonctionnent. Chez Doctolib, ils ont quelque chose qui est très spécialisé par les métiers, mais qui est 360. Les recruteurs sont full stack, il n'y a pas de sourceur. Il y a beaucoup d'entreprises, vous en faites partie, dans lequel le job de sourceur est un job qui est un tremplin vers un job de recruteur, et ça pourra être amené à évoluer. On a reçu Louise Mouton de Guide Guardian, qui a fait du sourcing un art dans lequel elle excelle et c'est exceptionnel et c'est pas du tout un poste intermédiaire et je pense que tout est. Et je connais encore d'autres entreprises très très bien dans lesquelles ça fonctionne en squad et où globalement tout le monde se débrouille et fait un peu couteau suisse. Donc là, il n'y a malheureusement pas de raccourci. Va falloir vous forger des convictions, les tester et voir ce qui marche et évoluer et vous assurer que vous êtes toujours au bon endroit par rapport à la manière dont la boîte évolue, quoi. C'est ça que je comprends de ce que tu nous dis, Agathe. Complètement. Il y a ces différents métiers qui existent et ce qui compte, c'est de faire intervenir le bon métier au bon moment. Et pour ça, les questions à se poser, c'est quel est mon besoin aujourd'hui? Si par exemple, je suis une boîte B2C qui a une super marque, donc naturellement, elle a aussi de la chance d'avoir de la visibilité, donc potentiellement une bonne marque employeur, elle va recevoir beaucoup de candidatures entrantes. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'un sourceur. Peut-être que là, du coup, on a plus besoin d'un coordinateur qui va aider à faire gagner un petit peu du temps et qu'on peut miser plus sur les managers si on est encore au début de la vie de la boîte. Si par contre, on a vraiment du mal à avoir des profils qui postulent, là au contraire, c'est peut-être le moment d'avoir une personne spécialisée sur le sourcing. Ok.
Les questions un peu plus rigolotes peut-être, c'est quoi les embûches, les pièges, les trucs à éviter? Alors soit des petites choses trappes dans lesquelles vous êtes tombés et comme ça du coup on peut apprendre de de là où vous avez trébuché, ou plus généralement, des obstacles que vous avez su peut-être éviter, mais qui sont des warnings, des trucs sur lesquels faire attention quand on est en train de structurer son équipe de recruteurs et de recruteuses? Donc, quand on a une équipe de recruteurs, la première chose, c'est de bien la recruter. Donc ça, c'est un sujet important. Comment on recrute un recruteur, sachant que c'est des profils qui vont être hyper exigeants sur la qualité d'expérience candidat. Donc ça, c'est le premier. Je pense que le deuxième, c'est comment justement on les fait évoluer. Donc quel carrière passe pour un recruteur. Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé il y a 1 an. Donc on l'a pas fait dès le début. On ne crée pas un carrière pass quand on a que 2 personnes qui sont concernées. Ça revient à cette notion pour nous très importante de l'agilité, de rester flexible et pas de se limiter à des cases. Je pense que les autres warnings, du coup, on en a parlé un peu au début, mais c'est l'anticipation. Pas avoir une équipe qui est en souffrance parce qu'elle est sous-staffée. Et le revers, c'est de ne pas surstaffer son entreprise, donc de bien rester connecté aussi à la réalité financière de l'écosystème, de l'entreprise, et de penser long terme. En fait, si on veut vraiment recruter des recruteurs, il faut être sûr que pendant longtemps, on va recruter. Et après, il y a plein de challenges, mais il y a l'importance aussi de la diversité, d'avoir une équipe recrutement qui soit complémentaire. Et on a aussi, je pense, l'importance évidemment donc des hiring managers. C'est pas parce qu'on a une équipe recrutement qui se structure qu'ils doivent se désengager. Et ça, c'est un vrai challenge. Top. Et peut-être pour boucler un peu ce tour de piste, tu nous l'as partagé en filigrane, mais je pense qu'on va bénéficier du fait que tu es là depuis le début de cette partie de l'aventure Skello pour le regarder. Est-ce que tu peux nous faire en accélérer un peu la manière dont Skello a évolué depuis le début jusqu'à maintenant? Au début, vous étiez c'était toi. Oui. Puis vous étiez plus et un peu sur le chemin, qu'est-ce que vous avez fait pour quelles raisons et qu'est-ce qui a marché et là où vous en êtes maintenant, est-ce que vous anticipez potentiellement pour la suite? Oui, complètement. Ça s'est fait assez progressivement et ça s'est accéléré l'année dernière. Mais globalement, donc avant que j'arrive, il y avait du coup un stagiaire, donc c'était un tiers de son temps. Puis je suis arrivée et on a remplacé ce stagiaire avec une autre stagiaire, mais donc là, c'était 100% de son temps. Et ensuite, on a remplacé la stagiaire par une alternante pour pouvoir se projeter un peu plus longtemps. Et cette alternante est restée en CDI. En même temps qu'elle commence son alternante, on a recruté un deuxième CDI. Donc ça s'est fait progressivement. Ces 2 personnes-là, c'était il y a 3 ans qu'elles sont arrivées. Donc il y a eu ces premières étapes-là. Et ensuite, du coup, on a recruté des recruteurs. Et comme je disais, ça s'est accéléré du coup en 2022, puisqu'on a recruté nos premiers sourceurs en CDI et le profil coordinateur en 2022, donc au milieu de l'année. Là, aujourd'hui, du coup, dans l'équipe recrutement, il y a 10 personnes, puisqu'il y en a du coup, il ne faut pas que je me trompe dans les chiffres, mais on a 6 recruteurs, je pense. On a 2 sourceurs, un coordinateur, on a une team leader qui est arrivée cette semaine. Et on a travaillé pendant les derniers mois, même quasiment 1 an pour certains, avec des RPO. Certains où ça a super bien marché, du coup, je peux faire une recommandation sur le collectif des nouvelles recrues avec qui je travaille, avec qui ça se passe super bien. Et c'était important pour nous de travailler avec des RPO justement pour pas surstaffer l'équipe. Et quand on était encore un petit peu dans le flou sur notre roadmap, ça permet vraiment de limiter un petit peu les risques. Ok, et donc là, en fait, c'est exactement ce que tu as décrit. Vous avez d'abord doublé, triplé, puis à un moment donné spécialisé avec le Ouais. modèle sourcing, coordination, recrutement, et vous avez l'air d'avoir le vent en poupe. Ça a l'air de bien fonctionner jusqu'à présent. Donc, peut-être pour mot de la fin sur cette partie-là, et après on va atterrir ensemble sur la fin de l'interview. Qu'est-ce que vous soupçonnez que va être la suite de l'organisation, ou à défaut, parce que peut-être que tu n'as pas envie que tes équipes écoutent en disant tiens, on n'en a pas parlé en meeting. Quels sont selon toi les challenges ou les choses que vous devez absolument regarder pour anticiper d'un point de vue Ouais. équipe de recrutement? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y en a un, là, comme je disais, là, ça s'est vraiment accéléré en 2022 et du coup, on a
une bonne partie de l'équipe qui est arrivée récemment. Donc là, le but pour moi, c'est de ralentir la cadence pour que ces personnes-là puissent vraiment faire leur onboarding et atteindre leur capacité de recrutement maximum. Et avec ces personnes-là, normalement, on va pouvoir couvrir les besoins qu'on anticipe sur 2023. Donc là, le but, c'est vraiment que ces personnes continuent d'augmenter la capacité de recrutement de Skello et qu'on puisse se stabiliser avec cette équipe-là. Et du coup, je pense que le deuxième challenge, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer en fait une équipe recrutement. J'ai des personnes dans mon équipe qui sont là depuis, comme je disais, 3 ans. Et forcément, cet enjeu du Career Pass, il est hyper important. Et donc, comme je disais, on a travaillé sur le Career Pass des recruteurs c'était en début d'année, donc il y a quasiment 1 an. Et on l'a créé du coup un Career Pass pour les recruteurs où on allait vraiment très dans le détail. On est moins allé dans le détail pour le Career Pass des sourceurs et des coordinateurs, tout simplement parce que justement on veut pas trop cloisonner et surtout pas quand ça concerne 1 ou 2 personnes. Et on n'a pas eu de problème à faire évoluer les recruteurs sans Career Pass, donc je suis sûre qu'on arrivera à faire la même chose avec eux. Mais en tout cas, ce que je trouvais important, nous, c'est de leur montrer qu'on peut s'épanouir dans les métiers du recrutement pendant très longtemps et du coup qu'il y a plein de types d'évolutions possibles. Il y a l'évolution justement au sein du type de métier pour lesquels ils vont travailler. Donc comme je disais, d'abord tu recrutes des sales, ensuite tu vas recruter des products et ensuite des devs. Donc voir qu'il y a des évolutions comme ça qui peuvent se faire. Qu'il y a aussi des évolutions au sein de l'équipe. Donc en effet, est-ce qu'un sourceur veut passer recruteur et vice-versa. Il y a des évolutions aussi qui peuvent se faire au sein de l'entreprise. Donc les métiers du recrutement sont une super formation pour plein d'autres métiers. Donc que ce soit dans des métiers commerciaux, dans des métiers de chef de projet, dans des métiers, nous on a beaucoup des métiers d'onboarding client, il peut y avoir aussi des super liens. Donc vraiment bien mettre en avant tous les différents types d'évolutions qu'il peut y avoir. Mais l'évolution, c'est pas que des titres et des salaires, ça peut aussi être des évolutions en termes d'apprentissage. Donc jamais oublier de miser sur la formation, donc en interne, mais aussi la formation en externe ponctuellement, ou de développer des missions additionnelles. Donc les inclure dans des projets ou leur confier des missions de mentorat quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et nous, par exemple, un recruteur junior, parce que du coup on a 3 niveaux, junior, intermédiaire, senior. Un junior, il va vraiment faire que du recrutement. Un intermédiaire, il va faire du recrutement, il va avoir en plus un projet qui lui est dédié. Donc ça peut être la marque employeur, les relations écoles, l'automatisation, l'expérience candidat, etc., etc. Et un recruteur senior, il va faire du recrutement, de la gestion de projet et du mentorat. Donc lui, on va l'inviter et il va être mesuré sur est-ce qu'il contribue à la formation d'autres, est-ce qu'il partage des tips, est-ce qu'il anime des sessions pour partager son expérience. Et ça permet aussi de voir qu'est-ce qui t'attend si tu as envie d'évoluer. Top. Je pense qu'on a fait un bon tour, Agathe. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve? On a envie d'engager la discussion avec toi. Par où on passe? Comme toute bonne personne du monde du recrutement, je serai sur LinkedIn. Je pose cette question parce que des fois c'est une autre réponse, mais en général, effectivement, LinkedIn, c'est toujours un bon calcul. Ensuite, tu connais les questions de fin de podcast. Qu'est-ce que tu recommandes comme livre, podcast ou blog à nos auditeurs et auditrices? Ouais, et bien moi, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle, alors en anglais, il s'appelle Quiet, et en français, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est Le pouvoir des discrets, ce que je trouve être une très mauvaise traduction. Il Mais y en c'est a un livre. quelques-unes des traductions françaises qui sont discutables. Oui, et en fait, Quiet, c'est un livre qui parle de l'introversion. Et c'est un livre qui est passionnant parce qu'il est extrêmement documenté de beaucoup d'études, de recherches et d'expériences. Et c'est un sujet que je trouve passionnant, déjà parce que je me reconnais dedans. Donc si vous pensez peut-être être introverti, vous aurez des moments de sourire où vous allez pouvoir avoir l'impression qu'on parle de vous dans un livre, ce qui est toujours assez amusant. Et je trouve que c'est une super bonne grille de lecture aussi dans le monde du travail. Des différentes personnalités, et je trouve vraiment que ce livre est passionnant. Donc je le recommande vraiment vivement. Ah bah tu me l'as carrément vendu là, le psy qui est en moi a très très envie de lire ça, notamment parce qu'effectivement je pense que l'introversion c'est quelque chose qui est la moitié de la population hein, globalement à peu de choses près et qu'on comprend pas bien, enfin que la plupart des gens comprennent pas bien, y compris les introvertis, donc trop cool, je vais le lire. Et je viens de en parallèle, le titre français c'est La force des discrets. Ah oui, c'est et charmant, le titre en anglais c'est Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Donc en effet, introverts et discret pour moi c'est pas la même chose, mais ça vaut le coup de le lire, il est vraiment super.
Super. Ensuite, parlons un petit peu outils. On aime les outils. Est-ce que tu as un outil en ce moment dont tu peux pas te passer, un outil RH en tant qu'affaire? Honnêtement, pas particulièrement. Je pense que, enfin, il y a pas un outil spécialement. Pour moi, c'est vraiment l'idée en fait de toujours tester, essayer des nouvelles choses. Donc le fameux test and learn, c'est vraiment ce qui a marché pour moi dans ces 4 années chez Skello et que je recommande, parce qu'on va toujours être amené à faire des choses nouvelles. Mais il y a plein d'outils que je trouve génial. Et s'il faut vraiment citer un, très basique, mais notre ATS Lever qu'on a connecté avec Looker, qui est notre outil de data visualization, nous permet d'avoir des boards qui vont être en dehors de Lever, parce que je ne suis pas une grande fan de ceux de Lever, mais sur Looker, justement, on permet comme ça d'avoir la visibilité sur la performance. On peut créer plein de graphiques différents. Ça, c'est justement Laina dont je parlais précédemment qui l'a fait. Et moi, ça m'a changé la vie en tant que manager de faire en fait que la gestion de la performance soit facile pour moi, mais pour n'importe quel contributeur de l'équipe. C'est vraiment une clé qui est indispensable si on veut que les personnes soient engagées dans l'atteinte de leurs objectifs et la compréhension de ce qu'ils font au quotidien. C'est bien noté. L'ATS Lever, l'outil de DataVis Looker, que je ne connais pas non plus, et la DataVis c'est important, donc je vais regarder de mon côté, je pense que j'en ai 2-3 usages en tête. Enfin, notre tradition préférée, la tradition non pas de passage de flambeau, mais de passage de micro. Tu es à ma place, qui est-ce que je devrais inviter? À qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode? Ouais, eh bien, je passe le micro à Grace McKelvey. J'ai travaillé avec Grace pendant plusieurs mois quand elle est venue faire une mission en freelance chez Skello. Elle est anglaise et ça a été vraiment une expérience géniale de travailler avec elle. Et auparavant, elle a travaillé chez Botify dans des fonctions et recrutement et RH. Et je serais ravie de l'entendre à ce micro. Grace, tu as compris, ta place est réservée ici. Agathe te laisse le micro et le casque en partant et tu es la bienvenue. Agathe, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi en profondeur. Je te remercie beaucoup pour ton temps et tous tes éclairages sur ce sujet qui, je suis sûr, va avoir intéressé beaucoup de monde. Et puis, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour